Exactement, absolument. De Philippe Bilger, bien entendu. Et puis, vous restez toujours parfaitement objectif, ma chère Tout à fait, Cécile. bien sûr. Ça se saurait. Je retiens quelque chose qui aurait été un peu une familiarité. Oh, mais je vous soigne. Je ne suis pas Philippe David, je la retiens. Je vous en prie. C'est vrai que vous êtes un peu pauvre sur le compliment en ce moment, Philippe David. Hein, non, c'est parce qu'il fait chaud. ouais, c'est ça. Et que ça ralentit mes neurones. Oui, c'est ça. Autour de cette table, Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil, et puis Loïc Guérin, avocat pénaliste. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ils sont détenus en Iran depuis plus de 3 ans et désormais encore davantage en danger de mort. Cécile Colère, 40 ans, et son compagnon Jacques Paris, 72 ans, viennent d'être inculpés d'espionnage pour le Mossad, le renseignement extérieur israélien, mais aussi pour complot pour renverser le régime et corruption sur terre. On est vraiment extrêmement inquiets sur leur état psychique, en fait, le double péril de mort qui est à la fois la reprise des bombardements et cette condamnation à mort qui leur pend au-dessus de la tête. Car depuis leur arrestation au dernier jour de leur voyage touristique en Iran, le 7 mai 2022, le couple était retenu dans la prison d'Evin, où sont souvent conduits les prisonniers politiques. Effectivement, après 3 ans de détention en Iran, donc les Français, Cécile Colère et Jacques Paris, sont inculpés pour espionnage en faveur d'Israël, complot pour renverser le régime et corruption. En tout cas, c'est ce qu'il est dit. Chacun de ces chefs d'inculpation est passible de la peine de mort. Alors parlons vrai. Est-ce que cette mise en examen, cette inculpation n'est pas la preuve de la perte d'influence de la France dans les relations internationales? Et à cette question, inculpation de 2 Français pour espionnage au service d'Israël en Iran, il faut durcir le ton, négocier. Vous dites à 77% durcir le ton. Et notre invité pour en parler, Guillaume Lagan, est avec nous, maître de conférence à Sciences Po et auteur de Questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. Merci d'avoir accepté cette invitation et bonsoir, Philippe Bilger. Heureux de revoir ce maître Guillaume de conférence qui nous avait éclairé il y a quelques jours. Non, là, si je compare rapidement, ma chère Cécile, avec l'affaire Boualem-Sansal, où nous étions prêts à porter haut le courage et à dénoncer la diplomatie française, là, il me semble que durcir le ton serait une catastrophe, à supposer même que l'accusation d'espionnage soit pertinente. Elle est absurde de mon point de vue. C'est une revanche, un ressentiment à l'égard de ce que l'Iran a subi, et avec humiliation. Je crois que ce serait une erreur folle de durcir le ton à partir du moment où nous avons la certitude que l'Iran n'hésitera pas à mettre à mort nos compatriotes. Alors, il y a une information qui vient de tomber par Le Parisien où Emmanuel Macron dénonce une provocation et un choix inacceptable d'agressivité. Samuel Botton. Heureusement que nos auditeurs ne sont pas diplomates. Je pense que là, de toute façon, il faut que le ton soit dur par nature. Ah bah oui. Après, la négociation, que voulez-vous faire face à une dictature? Rendez-les-nous. Et après. Oui. Donc effectivement, je pense que la priorité, ça doit être de les rapatrier le plus vite possible chez nous, ou du moins éviter cette peine de mort. Avant de rentrer en plateau, j'allais même vous poser la question, avons-nous des certitudes qu'ils sont encore vivants? Donc on les a depuis le 1er juillet, effectivement, puisqu'ils ont eu un entretien d'une 30aine de minutes avec le représentant de l'ambassade. Maintenant, aujourd'hui, c'est essayer de les sortir de là, de par le contexte en Iran. Et puis ça passera forcément par la négociation et la diplomatie, les échanges de bons procédés, si j'ose dire. Le Guérin. Non, tout ça est raisonnable. Je suis par nature plus virulent, donc j'aurais très envie, moi, qu'on aille expliquer aux mollahs que on peut jouer aussi un peu et qu'on en a plus les moyens qu'eux. Mais j'entends qu'il faille évidemment être plus complexe en matière de diplomatie. Je regrette aussi surtout qu'on n'ait pas nécessairement la classe politique qu'il nous faut pour avoir cette virilité-là, si vous me passez l'expression pour le monde désuète. Avec nous, Guillaume Lagan, maître de conférence à Sciences Po, auteur de Questions internationales en fiche. Est-ce que les Iraniens, finalement, l'histoire le prouve, ne comprennent pas que le rapport de force? On l'a vu notamment à l'époque avec Carter et Reagan au moment de la prise d'otage des diplomates américains à Téhéran. Oui, vous avez raison. Le régime iranien, depuis sa création en 1979, c'est avant tout un régime qui comprend et pratique le rapport de force. Et dans cette pratique, l'utilisation d'otages a été une constante du régime. Il a d'ailleurs commencé par la prise en otage de l'ambassade américaine, des diplomates américains. Je vous rappelle qu'ils ont été
détenus pendant des mois, alors même qu'il s'agissait des États-Unis. Donc ça fait relativiser aussi le concept de puissance. Il y a même eu une tentative de les libérer par la force qui a échoué. Et c'est vrai que le prestige de l'Amérique en a beaucoup souffert à l'époque. Et depuis, en fait, la pratique des otages s'est toujours maintenue en Iran. Alors là, ce que je veux dire, c'est que le fait de les condamner à mort et surtout de mentionner Israël, c'est quand même un durcissement du régime. C'est probablement la traduction du fait que le régime aujourd'hui se sent un peu acculé, se sent affaibli après la guerre qu'il a subie. Et vis-à-vis de la France, il utilise cette arme. Juste une petite question, Guillaume Laganne, puisque je suis en train de lire ce qu'a dit le président de la République, et qui a menacé de mesures de rétorsion si l'Iran maintient la qualification d'espionnage. Est-ce que on peut peser, est-ce que Emmanuel Macron peut peser, en tout cas, sur ces négociations avec l'Iran ? Alors, on a dans nos mains une arme qui est importante, ce sont les sanctions économiques. Donc je rappelle en fait que lorsqu'on a signé ce qu'on appelle l'accord de Vienne avec les Iraniens, il porte aussi le nom de JCPOA, c'est un acronyme, cet accord en fait prévoyait la levée des sanctions si les Iraniens respectaient l'accord. Les États-Unis sont sortis de cet accord, mais nous y sommes encore. Et dans quelques semaines, en fait, juste après l'été, on a la possibilité de faire revenir les sanctions. Donc ça, c'est quand même une arme qu'on a vis-à-vis de l'Iran. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils s'acharnent sur nos otages, c'est pour nous dissuader de ce retour des sanctions. Alors j'ajoute que si on retourne aux sanctions, c'est parce que l'Iran aujourd'hui dit qu'elle ne veut plus coopérer avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Donc elle ne veut plus accepter que cette agence inspecte les sites nucléaires en Iran. Philippe Bilger. Guillaume Laganne, dans l'arbitrage que l'Iran va devoir faire entre ce ressentiment et cette cruauté qui naissent de l'humiliation qu'elle a subie et le fait que vous évoquez très bien, le fait d'hésiter à aggraver son discrédit international, à votre avis, vers où penchera la balance ? C'est très difficile à dire parce que ce qui est certain, c'est que la France dans cette affaire est un acteur un peu secondaire. Le grand sujet pour l'Iran, c'est le rapport avec les États-Unis et le dialogue qui va peut-être s'instaurer entre Washington et Téhéran sur le sujet nucléaire, sur le sujet balistique et plus globalement sur la position de l'Iran. La question qu'on peut se poser, c'est comment notre point faible, c'est-à-dire nos otages, vont apparaître dans cette grande négociation. J'entendais tout à l'heure vos auditeurs là, qui appellent à des mesures un peu fortes, mais la difficulté, c'est qu'on est quand même, nous, tenus par nos valeurs. Par exemple, on ne va pas faire ce que ferait peut-être un régime comme la Russie, on ne va pas s'emparer de touristes iraniens en France et dire que désormais, on va les inculper pour de faux motifs et puis on va les échanger avec nos deux otages. C'est quelque chose qu'on ne fait pas parce qu'on est justement, on se veut un peu plus exemplaire. Donc je pense qu'on va plutôt ressortir aux sanctions économiques. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si l'Iran effectivement sort du régime de contrôle international et si on ne la sanctionne pas parce qu'on veut juste libérer nos otages, là aussi, vous voyez, ça pose un problème de politique. J'ai une question qui est peut-être un peu large, mais jusqu'où le contexte géopolitique actuel et la position de l'Iran dans tout ça peut avoir justement un impact sur le traitement des prisonniers politiques / otages français? C'est-à-dire, je pense que les otages sont au cœur, si vous voulez, de ce bras de fer entre les Occidentaux au sens large et l'Iran. D'ailleurs, je rappelle qu'il n'y a pas que les Français, il n'y a pas que des Français, il y a aussi beaucoup d'autres nationalités présentes en Iran. Généralement, ils s'en prennent à des binationaux ou à des touristes. Alors maintenant, est-ce que ça peut aller très loin? Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que la peine de mort soit vraiment appliquée? À ce stade, aucun otage en Iran n'a été jusque-là. Mais dans l'univers iranien, ça existe quand même. Je rappelle qu'au Liban, par exemple, vous avez des groupes liés à l'Iran, liés au Hezbollah, qui ont enlevé des journalistes français dans les années 80, et l'un d'entre eux est mort en détention. Oui. Absolument. Une petite question. Rapidement. Ouais, le commentaire que vous faisiez était, je trouve, très intéressant sur les mesures, les moyens dont on dispose pour faire plier l'Iran avec les négociations en cours et les sanctions qui peuvent revenir. Est-ce qu'il y a d'autres leviers dont vous ayez connaissance et qui seraient intéressants possiblement d'utiliser ici?
Alors, là, je sors de ce que je sais, mais je ne pense pas que nous ayons, par exemple, de contentieux financiers avec l'Iran, comme certains États ont pu l'avoir, notamment les États-Unis. Vous savez, les États-Unis, ils avaient obtenu il y a 2 ans la libération de certains otages, et en échange, ils avaient versé de l'argent qu'ils avaient gelé, en fait, au départ, à l'Iran. Je ne pense pas qu'on ait ce levier-là. Ce qu'on a comme autre levier, c'est aussi de faire passer le message à l'Iran que dans la confrontation entre Israël et l'Iran, on s'est relativement tenu à l'écart. Oui. On n'a pas été très en soutien d'Israël, contrairement par exemple à l'Allemagne. Peut-être qu'on pourrait imaginer de faire pression militairement s'il y a une nouvelle confrontation. Ça pourrait peut-être être un élément qui peut faire bouger l'Iran. Merci 1000 fois Guillaume Lagan d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et auteur de Questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger, merci Samuel Botton, merci beaucoup Loïc Guérin. Vous restez avec nous dans un instant avec Philippe. On va parler comme tous les jeudis d'automobile. Et de mobilité. On va avoir notamment un débat suite au procès à La Rochelle, dramatique. Est-ce qu'il faut limiter le permis de conduire dans le temps ou obliger à passer des visites médicales? Vous voulez réagir le 0, vous l'encadrez, vous voulez réagir le 0826 300 300 et ensuite on parlera de plein de rétrofits, dont un nouveau type, le rétrofit des moteurs diesel. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus et on reste ensemble jusqu'à 20h.